Salut Thomas, la Guinée est un pays que tu connais bien ou tu as été couvrir le... Salut Thomas, la Guinée est un pays que tu connais bien ou tu as été couvrir le soulèvement populaire de février dernier. À distance, tu as suivi l'élection présidentielle du 18 octobre qui s'est soldée officiellement par une victoire au premier tour du président sortant, Alpha Condé, 82 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce scrutin? La situation en Guinée est assez inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qui ont été officiellement proclamés par la commission électorale soi-disant indépendante, avec une victoire d'Alpha Condé au premier tour, avec près de 60% des voix, 33% à son principal challenger, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Mais ces résultats sont contestés par l'opposition. Et surtout, il y a un cycle de violence dans lequel est engoncée la Guinée. Ça ne date pas de l'élection présidentielle du 18 octobre, ça date depuis plus d'un an. C'est-à-dire qu'en octobre 2019, il y a un mouvement de la société qui réunissait la société civile, l'opposition, qui s'appelle le Front National pour la défense de la Constitution, qui s'est levé pour interdire à Alpha Condé de modifier la Constitution et d'effectuer un troisième mandat. Donc il y a eu des manifestations monstres dans Conakry et un peu partout dans le pays, avec une répression très dure contre la population. C'est-à-dire qu'on avait, avant l'élection, 92 personnes civiles, parfois des adolescents, qui avaient été tués par les forces de l'ordre. Et là, depuis l'élection présidentielle, il y a eu une série de manifestations à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, à l'Abé, qui ont fait une vingtaine de morts, des enfants, parfois en très bas âge, 3 ans. Et donc, le résultat a été proclamé samedi. On se demande qu'est-ce qui va advenir, parce qu'il y a quand même, au-delà de la contestation habituelle de l'opposition, des problèmes. C'est-à-dire que dans la région d'Alpha Condé, la Haute-Guinée, on a quand même des taux de participation de 98 à 100%. Donc c'est quand même des résultats qui interrogent. Il n'y a pas eu de mort entre le recensement électoral et les élections, quoi. Alors, on a soi-disant nettoyé le fichier électoral, puisqu'il y avait une population à peu près de 12 millions d'habitants, 7 millions d'électeurs. On a trouvé que c'était un peu trop, on a ramené ça à 5 millions, mais on ne sait pas les électeurs qu'on a expurgés du fichier électoral. Donc il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Et c'est vrai que ce qui est étrange, c'est que la communauté internationale se tait par rapport à cette répression. Parce que moi j'étais là-bas en Guinée en février-mars, au moment où il y a eu le référendum justement pour modifier la Constitution. Alpha Condé a proclamé le résultat du référendum avec 92% de oui. Donc on peut se demander si ce score soviétique était véritablement réel. Et c'était absolument terrible, parce qu'on tuait des adolescents, notamment sur l'Axe, qui sont les quartiers les plus fervents pour l'opposition à Conakry. On tuait des adolescents pendant les manifestations, mais aussi après. Moi, je me souviens qu'il y avait un gamin qui s'appelait Idrissa Bari, qui, le soir d'une manifestation, sortait chercher du pain, et un policier de la BAC lui a tiré une balle. Il était blessé, il perdait du sang. Sa famille a appelé la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, et d'ailleurs ça avait fait un scandale, avait refusé d'intervenir en disant il nous faut l'autorisation d'un officier de police judiciaire pour intervenir. Donc évidemment, l'officier de police judiciaire ne donne pas cette autorisation-là. On l'a emmené à 2 hôpitaux successifs qui ont refusé de le soigner parce qu'ils avaient des ordres du gouvernement de ne pas prendre en charge les blessés par balle lors des manifestations ou après des manifestations. Et ce gamin-là est mort finalement, il avait 15 ans. Et au-delà des chiffres qu'on peut donner des dénonciations d'Amnesty International, ça montre à quel point cette répression-là peut être aveugle et injuste. La Guinée est une ancienne colonie française, une ancienne colonie rebelle, mais qui est tout de même redevenue très amie de Paris avec Alpha Condé, qui a de nombreux réseaux en France. Quels sont ces réseaux ? Alors, tu as raison de dire que c'est une colonie, entre guillemets, rebelle. C'est le seul pays, en tout cas la seule colonie d'Afrique francophone, qui a dit non par référendum à la communauté proposée par le général de Gaulle. Il y avait le Niger aussi, mais les résultats ont été truqués et finalement, le Niger avait adhéré à la communauté. Donc finalement, la Guinée, en 1958, la Guinée a eu son indépendance. Plutôt que les autres colonies d'Afrique francophone, n'a pas par exemple le franc CFA, et Sékou Touré avait mené une politique très anti-France-Afrique. D'ailleurs, Focard, qui était le monsieur Afrique de Charles de Gaulle, avait essayé de le renverser. Bon, quand Sékou Touré est mort en 1984, il y a eu un président qui s'appelait Lansana Conté, qui était un peu plus proche des réseaux france-africains. Mais c'est vrai qu'en 2010, il y a eu une élection et Alpha Condé a été élu dans des conditions quand même assez controversées, puisqu'il était très très en retard au premier tour, c'est-à-dire au premier tour, l'actuel challenger d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, avait eu 43%, Alpha avait eu que 18%, et pourtant Alpha Condé a gagné au second tour, parce que Alpha, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps en France, qui est universitaire,
qui est un ami de longue date, depuis le lycée de Bernard Kouchner, et qui est membre de l'Internationale socialiste. Donc Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a fait des mains et des pieds pour que Alpha Condé soit élu. D'ailleurs, il y avait Havas, du groupe Bolloré, qui faisait la communication de la campagne d'Alpha Condé. Et finalement, Havas a été récompensé puisque le groupe Bolloré a récupéré la concession du port de Conakry immédiatement après l'élection d'Alpha Condé. Donc, les réseaux socialistes se sont trouvés très satisfaits de l'élection d'Alpha Condé, même si très vite, il y a eu des répressions de manifestations, des tueries par balles. Et il y a quelque chose qui est quand même très important en Guinée, c'est la question des mines. C'est-à-dire que la Guinée est un scandale géologique pour le fer, pour l'or, pour le diamant, mais aussi pour la bauxite. On estime que la Guinée a les plus grosses ressources de bauxite au monde, ce qui permet de fabriquer l'aluminium, et est le 3e producteur mondial. Donc ça attire toutes les convoitises, d'autant qu'en 2013, Alpha Condé, avec l'aide de Tony Blair et George Soros, ont remis à plat tous les permis miniers qui avaient été acquis, distribués dans des conditions douteuses. Et donc, ça a attiré la convoitise de grandes entreprises mondiales, de géants de l'aluminium et aussi d'entreprises françaises. Jean-Luc Mélenchon a par exemple tweeté ces derniers jours « Macron et la communauté internationale détournent le regard de ce qui se passe en Guinée. La Guinée n'intéresse que lorsqu'il s'agit de piller ses mines ». Les récentes enquêtes que tu as menées avec notre cellule d'investigation semblent donner de la chair à cette accusation. Parlons d'abord de ton dernier papier co-signé avec Théo Cazenave sur l'usine d'alumine Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. La Guinée semble loin, mais en fait elle est tout proche. Est tout proche. C'est-à-dire que le capitalisme mondial, la prédation internationale, finalement, ne s'arrête pas aux frontières de la France. Et donc, on a l'usine Alteo de Gardanne, qui est très célèbre pour le scandale des boues rouges, la pollution boues rouges, et qui est actuellement en redressement judiciaire depuis fin 2019. Donc, ils cherchent un repreneur. L'actuel propriétaire, qui est le fonds d'investissement américain HIG, a présenté ce qu'on appelle une offre de continuation. Ça veut dire qu'ils vont continuer l'activité. Mais il la présente en partenariat avec une société guinéenne qui s'appelle UMS, United Mining Support, pardon pour l'accent anglais, et qui est dirigée par un personnage qui est assez connu en Guinée, puisqu'il s'agit de Fadi Wazni. Fadi Wazni, c'est un franco-guinéen libanais qui est un très très proche d'Alpha Condé, qui est considéré par beaucoup comme le grand argentier de Alpha Condé, et qui dirige non seulement UMS, mais un consortium qui s'appelle SMB, qui est la Société minière de Bouquet, qui est le premier producteur de bauxite du pays, qui a été monté en un temps record en 2015 dans des conditions assez douteuses, et qui aujourd'hui brasse des centaines et des centaines de millions d'euros. Et donc ces gens-là, qui ont des attaches dans les paradis fiscaux, puisque cette fameuse société UMS qui veut reprendre le site de Gardanne a des attaches dans les îles Vierges, dans les Seychelles, donc bon, c'est quand même assez clair. Il y a quand même des interrogations qui se posent sur la pérennité des 505 emplois, parce que cette société-là, on a sorti un document du cabinet Rothschild confidentiel qui évaluait les différentes offres, et en fait, cette offre-là, d'United Mining Support a été jugée comme la moins crédible parce que justement il y avait des attaches dans les paradis fiscaux, parce que aussi on veut évacuer la question des boues rouges sur le site de Gardanne et remplacer par garder qu'une partie de l'activité actuelle de l'usine. Mais le problème, c'est que UMS, la société, n'a pas de raffinerie en Guinée, n'en a pas encore construit. Aujourd'hui, cette société-là extrait directement la bauxite brute en Guinée pour l'exporter en Chine. Donc comment elle va faire pour raffiner d'abord la bauxite et l'amener ensuite à Gardanne? Donc c'est tout ça qui se pose, avec évidemment en jeu des centaines d'emplois. Et on peut se demander, est-ce que cette reprise de la société, de l'usine Alteo de Gardanne, n'est pas pour le clan d'Alpha Condé une manière de blanchir de l'argent, de s'acheter une crédibilité, alors que justement Alpha Condé est contesté dans son pays et peut-être d'ici quelques années risque de quitter le pouvoir? Alors, plus tôt, tu avais suivi les traces d'un projet minier français porté au début par des pontes du business français, comme Xavier Niel et Anne Lauvergeon, mais aussi des politiques comme Arnaud Montebourg. Mais un projet qui va finir par devenir un énorme foutoir avec de l'argent passant encore par les paradis fiscaux et des scandales à répétition. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'est une histoire presque romanesque. C'est-à-dire qu'il y a deux jeunes hommes qui ont fait HEC, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Launay, qui débarquent en Guinée. Romain Girbal va travailler dans la société de son père, qui est un ancien membre de l'ambassade de France à Conakry. Et c'est justement à l'époque où on remet à plat tous les permis miniers en 2013. Et Girbal va réussir à dégoter de manière
assez extraordinaire, un permis d'exploration minière dans la zone de Bokeh, donc la zone minière qui exploite la bauxite. Et cela, avec une petite société qui a 10 millions de francs guinéens, donc c'est-à-dire à peu près 1 000 euros de capital, donc rien du tout, face aux majors, les grands géants de l'aluminium comme Rio Tinto. Donc c'est déjà quand même assez surprenant. Et donc, avec le parrainage de gens prestigieux, comme Arnaud Montebourg, Xavier Niel, Anne Lauvergeon, il va y avoir un tour de table, on va mettre 3 millions d'euros, on va faire le lancement de cette petite start-up qui s'appelle l'Alliance minière responsable. Donc c'est tout un programme, c'est-à-dire c'est une petite start-up française qui veut redonner à la France sa place dans le secteur minier, qui veut aussi être responsable, écologique. Donc il y a plein d'articles qui sont faits dans la presse, dans les Échos, qui vantent les mérites de cette petite société. Ça s'appelle Alliance minière responsable. Et finalement, en 2017, on va avoir, après 3-4 ans de recherche sur le gisement minier, il va y avoir un permis d'exploitation qui va être délivré par Alpha Condé. Mais ce permis d'exploitation va être immédiatement cédé via un contrat d'ammodiation à la société minière de Bokeh, donc la société de Fadi Oisni, donc le clan d'Alpha Condé. La société qu'on retrouve à Altéo, la société qu'on retrouve à Altéo, donc finalement tout se tient. Et pour un montant complètement faramineux. On parle de 171 millions d'euros. Donc finalement, cette société qui n'aura jamais exploité un seul gramme de bauxite, qui aura payé un permis d'exploitation minière, ça se paye au kilomètre carré à peu près 1 million d'euros, va faire un bénéfice absolument immense. Et tout ça sort de nouveau dans les paradis fiscaux, puisqu'il y a des liens de cette société avec le Belize, qui est un petit pays d'Amérique centrale connu pour ses plages, et puis ses montages offshore. Donc finalement, il y a un problème dans tout ça, c'est que les Guinéens ne touchent rien des richesses de leur sous-sol. C'est-à-dire que Libération, via Agnès Favre et Aboubacar Akoumba Diallo, a continué mon enquête sur l'Alliance minière responsable et a trouvé que pour éviter de payer les 15% qu'on doit à l'État guinéen, c'est-à-dire que l'État guinéen est normalement actionnaire de 15% de toutes les sociétés minières, puisque ce sont les richesses du sous-sol, c'est ce qui revient aux Guinéens, on va créer les deux, je nomme Romain Girbal et Thibault Launay, toujours appuyés par Anne Lauvergeon, par Xavier Niel. Plus par Arnaud Montebourg. Plus par Arnaud Montebourg qui s'est désolidarisé de l'affaire en disant qu'effectivement, moi je suis venu pour monter une entreprise éthique, responsable, et on met tout le fric dans les paradis fiscaux. Il y a des grosses suspicions de corruption des proches d'Alpha Condé, on va monter des sociétés à Hong Kong qui vont permettre de facturer des prestations complètement extravagantes et de permettre de minorer le bénéfice de la société AMR pour payer le moins d'impôts possible, c'est-à-dire ne pas rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Et c'est véritablement le problème qui se passe en Guinée, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises font d'immenses bénéfices et 53% des Guinéens vivent avec moins d'1 euro par jour. Après, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que AMR, ce montage-là, l'Alliance minière responsable, fait étrangement penser à un autre scandale qui a défrayé la chronique et qui continue de défrayer la chronique, qui est le scandale Uramine, avec Areva. Et là, de nouveau, on retrouve Anne Lauvergeon. On a fait des valorisations complètement fictives. On a acheté des mines d'uranium qui ne valaient pas en Centrafrique, en Afrique du Sud, en Namibie, qui ne valaient pas un copec, mais qu'on a acheté des sommes folles avec des suspicions de financement de la vie politique française. Donc, est-ce que cet argent d'Alliance minière responsable a servi non seulement au clan d'Alpha Condé, mais aussi à certains responsables politiques français? Ça, c'est toute la question. En tout cas, il y a une plainte qui a été déposée par un collectif d'opposants, qui est le collectif de transition en Guinée, ici en France, devant le parquet national financier. Je ne sais pas s'il y a encore d'enquête préliminaire qui est ouverte, mais peut-être que ça devrait intéresser les juges. Parce que, au-delà de la question du pillage des richesses de la Guinée, il y a toujours cette éternelle antienne qui est le financement de la vie politique française par des dictatures africaines, par des mines. Bref, tout cela nécessite qu'on détourne le regard, qu'on fasse semblant de ne pas voir des crimes qui sont commis contre une jeunesse africaine qui veut juste la liberté. Le silence de la France est en tout cas assez éloquent en ce moment. C'est vrai qu'Alpha Condé n'est pas un des dictateurs les plus protégés en France-Afrique. En mars, Jean-Yves Le Drian a dit qu'on quand même on était attentif à ce qui se passait en Guinée. Mais aujourd'hui, devant les morts
devant la répression, il y a un silence qui est absolument assourdissant pour la France, qui se veut pays des droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est lié à cette affaire de financement? On sait que aussi Alpha Condé, moi j'étais au Mali en reportage en août, avant le coup d'État, il y avait un mouvement de contestation qui s'appelle le mouvement du 5 juin. Et on sait il y avait des responsables de ce mouvement-là qui me racontaient qu'Alpha Condé les appelait et leur disait « Oui, mais il n'y a pas de problème, je vous envoie un opérateur économique, on va vous donner de l'argent pour que vous arrêtiez de manifester. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de syndicat des chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui sont soutenus par Paris. On a Ouattara en Côte d'Ivoire, on a Alpha Condé qui des fois modifie la Constitution pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Eh bien, ils se tiennent les coudes. Et Paris sait pertinemment qu'en dénonçant ce que fait Alpha Condé, donc qui a modifié la Constitution pour faire un 3e mandat en Guinée, on dénonce aussi ce que fait Alassane Ouattara, qui n'aurait pas dû se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre, mais quand même qui s'y présente envers et contre tout. Et la Côte d'Ivoire a quand même des intérêts beaucoup plus stratégiques pour la France que la Guinée, ne serait-ce que pour la logistique de l'opération Barkhane ou pour les dizaines de milliers de Français qui y vivent. Et on croit souvent que tout ça c'est loin, que ça n'a pas d'intérêt. Mais je vais juste finir sur une chose, c'est-à-dire que dans les demandeurs d'asile, les Guinéens sont la 2e nationalité qui demande le plus l'asile aujourd'hui en France. Les premiers en termes de mineurs isolés. Ça veut dire que vous allez Porte de la Chapelle, vous avez des centaines et des centaines de Guinéens. Ces gens-là ne quittent pas leur pays par plaisir, ils ne traversent pas le Sahara, la Méditerranée, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont le goût de l'aventure. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils tombent sous les balles, parce que ce pays, la Guinée, moi j'y étais, manque de tout, d'eau, d'électricité, de routes, c'est absolument terrible. Et donc ils sont prêts à venir s'entasser en France, à aller demander l'asile, à vivre dans la rue, parce qu'ils n'ont plus d'espoir chez eux. Et parce que aussi les ressources de leur pays sont volées par le capitalisme international, notamment le capitalisme français. Voilà. Et on a bon dos après de critiquer l'immigration, alors que nous-mêmes, on contribue à cette immigration. Merci Thomas. Voilà, c'est la fin de cette 2e édition de l'émission d'intérêt public. Rendez-vous en fin de semaine pour le prochain épisode qui sera présenté, surprise, par un nouveau visage aux médias. Dites-nous ce que vous en avez pensé, comment nous pouvons l'améliorer. Abonnez-vous et mettez-nous des petits pouces bleus. Et si vous le pouvez, faites-nous un don ou devenez sociaux du média. À plus.